la perception médiumnique, elle m'a poussée à aller du côté du trauma parce que l'idée, c'est que le temps traumatique arrête la perception des sens sensoriels et nous convoque à une autre dimension. Le blackout du trauma ou d'un choc, il va avoir un impact dans notre existence tant qu'on ne va pas chercher à qualifier et à donner de l'information à un endroit où il ne se passait plus rien. Merci d'être avec nous et bienvenue pour cette nouvelle rencontre. Et installée sur les canapés, c'est Marthe Eraï qui est là. Bonjour. Bonjour Marthe. Psychanalyste. Exact. On peut comprendre que la psychanalyse soit un sujet d'abord extrêmement vaste, qui perturbe, qui peut faire peur, parce que d'abord il y a le mot psy juste avant, et puis la psychanalyse, on ne sait pas nécessairement comment est-ce qu'on peut l'aborder en tant que patient. Oui. Mais je voudrais qu'on démarre, s'il vous plaît, avec une phrase. Vous savez que tous ceux qui s'installent ici ont préparé l'émission avant avec ce qu'on appelle une petite fiche de prod. Et il y a une phrase qui m'a profondément marqué dans ce que vous nous avez écrit et qui reflète, à mon sens, ce que vous êtes, votre expertise et l'approche que vous avez auprès de ceux et celles qui vous consultent. Vous dites ceci: « Mon expérience des états modifiés de conscience dans des situations traumatiques, même ultimes, m'a montré cette voie vers l'unicité de notre être. J'ai pu remarquer que les personnes TSA de haut niveau sont envahies d'un stress correspondant à des expériences précoces de mort imminente que l'on peut retrouver et apaiser en régression analytique. » C'est ça qui est intéressant, c'est ça votre spécificité, c'est d'associer la psychanalyse avec une dimension, j'allais dire, spirituelle plus. Oui. On pourrait d'ailleurs dire que finalement, dans l'état psychanalytique du patient qui consulte et qui est en présence de son analyste, il y a un état modifié de conscience, un premier état modifié de conscience, qui n'est pas toujours là, mais qu'on va rechercher toujours, qui correspond à ce que Freud a décrit comme étant une hypnose légère, une hypnose consciente, puisqu'il a abandonné l'hypnose au profit de la psychanalyse. Et donc cet état d'hypnose consciente, c'est l'état alpha. C'est l'état de quelqu'un qui s'endort le soir, c'est l'état de quelqu'un qui est en relaxation, dans certains états méditatifs aussi. C'est l'état qu'on peut avoir quand on conduit sa voiture sur l'autoroute et qu'on est un peu en pilote automatique. Et il se passe des choses dans cet état-là, qui est un état légèrement modifié de conscience, qui nous est familier finalement, mais qu'on va vraiment aller chercher en psychanalyse parce que le travail ne peut pas se faire, les modifications ne peuvent pas se faire si on n'accède pas à cet état alpha. Cet état modifié de conscience, il intervient quand vous êtes en séance ou quand la personne qui vous consulte fait la démarche de venir? Alors, je crois que quand quelqu'un fait une démarche de consultation, il y a un certain stress. Et en général, ce sont des personnes qui ont souffert de quelque chose de particulier, quel que soit le type de traumatisme, le type de souffrance. Tout n'est pas forcément de l'ordre de l'impact et du traumatisme grave. Mais si vous voulez, quand on ne va pas bien et quand on est sur un mode de stress, on est dans ce qu'on appelle la pensée bêta, le mode bêta. C'est-à-dire que c'est la pensée très vigile, c'est le contrôle, c'est l'intellect. Et souvent, on va avoir des patients qui veulent passer des heures sur un divan et qui font des cures très longues, ce que je ne fais pas, mais parce qu'ils sont dans ce mode de contrôle, dans ce mode bêta, et il faut les ramener à un mode alpha. Et on n'est pas tous équipés de la même manière au départ de la vie pour arriver à ce stade de relaxation naturelle, spontanée. Et on va le chercher. Ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est qu'en présence du psychanalyste, mais de la même manière qu'en présence de quelqu'un d'autre, dans des circonstances particulières, il m'est arrivé de vivre des situations analogues à la psychanalyse, la présence de deux appareils psychiques, si on peut dire ça comme ça, va générer des ondes alpha. Et ça, c'est formidable. Imaginez-vous plonger dans les profondeurs de votre âme et découvrir des secrets enfouis depuis des siècles. Excitant, n'est-ce pas? Je suis Frédéric Barbet, expert en hypnothérapie et les explorations des vies antérieures. Et je vous invite à vivre une expérience absolument unique et transformatrice des mémoires du temps.
Saviez-vous que chacun d'entre nous porte en lui les mémoires de multiples existences, ces vies passées qui influencent notre présent de manière insoupçonnée? Lors de nos soirées exceptionnelles avec ABC Talk, je vous propose de lever le voile sur ces mystères. Ensemble, nous allons entreprendre un voyage fascinant à travers le temps et l'espace. Grâce à des techniques avancées d'hypnose, du son et de l'image, vous avez là l'opportunité de revivre des moments clés de vos vies antérieures, en direct, avec moi et en sécurité. Imaginez un instant la puissance de cette expérience dans les cinémas. Comprendre enfin l'origine de vos peurs inexpliquées, découvrir vos talents cachés, ou même rencontrer vos âmes sœurs à travers les âges. C'est une véritable aventure intérieure qui vous attend et je mettrai toute mon expertise à votre service pour vous guider dans cette exploration captivante. Ne manquez pas cette occasion unique de transformer votre vie en comprenant votre passé. Les places sont limitées, elles s'envolent rapidement. Nous sommes à une poignée de jours des premières dates de la tournée. Alors, réservez dès maintenant sur abctalk.fr pour garantir votre participation à cet événement. Préparez-vous à une soirée remplie de révélations, d'émotions et de découvertes sur vous-même. On va voir un petit peu quelle est votre approche. On va voir de quelle manière, effectivement, dans votre parcours de vie, vous en êtes arrivé à cette approche. Mais j'ai dit une chose, est-ce que psychanalyse et notamment la singularité que vous avez au travers de votre approche, est-ce qu'elle est facilement, j'allais dire, elle s'apparente à la spiritualité, à une spiritualité développée avec des sens spécifiques et développés? Alors, on pourrait tout à fait l'amener à quelque chose de spirituel, cette expérience que j'ai faite moi-même, d'être en présence de l'autre et de mettre l'autre en présence de connexion et d'informations que nous partageons au travers de l'inconscient. On pourrait tout à fait dire que l'inconscient freudien est quelque chose qui s'apparente aussi à la dimension spirituelle. Freud avait, je dirais, l'intérêt pour lui de la psychanalyse, c'était justement qu'elle soit ramenée à quelque chose d'athée, qu'elle ne soit pas dogmatique à partir d'une croyance spécifique. Et il s'est dégagé, lui, de ses propres croyances. N'empêche que, il est allé dans une démarche scientifique. Il faut rappeler qu'il était médecin et neurologue de formation. Et il a découvert cette matière de l'inconscient à l'écoute des autres. Eh bien, comme quelque chose qui pouvait s'observer et donc se quantifier. Et il en a fait une théorie dynamique, d'ailleurs, en termes de force, de poussée. On a toute la théorie des pulsions, c'est une théorie qui est formidable, qui à la fois touche à la médecine, au médical. D'ailleurs, là-dessus, on est d'accord, on n'est pas fâchés les uns avec les autres. Clairement. Et d'autre part, elle touche à quelque chose qui pourrait se décrire dans d'autres sphères. Par exemple, l'akasha, dans la sphère de la culture indienne traditionnelle, en sanskrit, l'akasha, ça décrit une forme de conscience de nous-mêmes et du monde, de reliance à l'univers, au monde qui nous entoure, mais qui n'est pas dans le corps, en fait, qui ne fait pas partie de ce qu'on pourrait communément penser. C'est-à-dire que l'inconscient freudien, au final, n'est pas quelque chose qui se situe dans le corps. Quand Freud parle d'inconscient, et quand il parle du moi, et de la personnalité, il englobe tout un tas de connexions et d'interrelations du sujet avec son environnement, et il n'arrête pas les choses à quelque chose de figé ou de limité. Ouais. En même temps, ça permettra ensuite de voir, de questionner où en est, comment se situe l'inconscient. Est-ce qu'il est incarné dans le corps? Est-ce qu'au contraire, il y a des états qui permettent de dire qu'on n'y est pas? Et souvent, dans le traumatisme, quand on rencontre des personnes traumatisées ou que nous-mêmes, on vit des états de choc, eh bien, on se situe dans cette dimension de la conscience hors du corps. Il y a une coupure du corps, et c'est ce qui caractérise la nature même du trauma. Alors c'est vrai que, et c'est d'ailleurs la question qu'on peut se poser, parce que vous avez appelé ça la psychanalyse uniciste, et vous allez nous expliquer pourquoi cette distinction qui fait aujourd'hui votre singularité. Mais c'est vrai que quand on parle de psychanalyse, d'abord on s'imagine quelque chose de très long, et parfois il y a même des gens qui parlent d'années. Oui. J'étais en psychanalyse pendant des années. Oui. Voilà. Or vous avez une approche différente de ça. Oui.
De par ma formation, en institut, privé et puis, qui a duré un certain temps, hein, quand même 6 ans de formation, une psychanalyse didactique, une supervision longue et qui continue, pas forcément avec les mêmes personnes évidemment, hein, on évolue depuis une vingtaine d'années, Mmh. ma formation date de plus de 20 ans. Mais, j'ai été, dans le sérail, on va dire, freudien et je remercie d'ailleurs, hein, mes pairs et les personnes qui ont pu, contribuer à ma formation. Mais, j'ai eu besoin à un moment donné, même si j'ai vécu longtemps en analyse moi-même, par les expériences que j'ai faites en commençant en cabinet, en commençant à consulter, je me suis dit qu'il y avait des personnes qui relevaient pas forcément d'un travail long, et qu'on pouvait obtenir un certain nombre de résultats, en ayant, une approche de l'inconscient, un petit peu décalée. L'inconscient étant partout, Mmh. il peut être sur le divan, hein. Il y a des personnes, qui vont avoir la nécessité d'être dans une posture de relaxation. Le divan, c'est quelque chose qui permet de revenir au corps, justement, hein, de revenir à l'écoute des sensations corporelles et de rester là. Or, il y a des personnes qui sont, dans des situations traumatiques, Mmh. récentes, qui ne peuvent pas, s'allonger sur un divan, hein, et celles-là, on ne va pas les accueillir comme ça. On va rester avec elles en face à face et on va, construire une relation à travers le regard et la posture corporelle, hein. On ne va pas les lâcher, hein, on va reconstruire cette enveloppe Mmh. corporelle qui est très importante pour eux. Juste un truc avant que vous nous expliquiez le pourquoi de uniciste. Est-ce que vous faites partie de ces psychanalystes qui, la plupart du temps, font mhm. Jamais, j'ai jamais fait «Mmh mh». Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pénible aussi, hein, il y a peut-être des patients qui ont besoin qu'on Non, mais fasse un peu vous avez des psychiatres ou des psychanalystes qui ne font que mhm Ouais. Mmh. et qui vous laissent partir avec ça. Mmh. Et qui disent que, en règle générale, la dernière phrase de la consultation est censée, effectivement, vous faire prendre conscience des choses. Mmh. Vous n'êtes pas dans ce registre. Non, je pense qu'il y a l'interaction, elle peut se fabriquer et se construire, de différentes manières. Mmh. Hem, il y a des patients qui ont besoin, de situer la Dialoguer, présence. d'échanger. Voilà, hein, Ouais. de situer la présence en fonction du type de trauma Mmh. et de ce qu'on va aller chercher. On sait très bien qu'il y a beaucoup de patients, et de plus en plus d'ailleurs. Les patients actuels, plus ma pratique a avancé, plus je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, on a des patients et des personnes qui consultent, qui relèvent pas forcément, de ce qu'on pourrait appeler les névroses ou les psychonévroses, et qui ont des structures différentes, notamment, tout ce qui concerne l'hypersensibilité, les neuroatypies, les états limites. Ces personnes-là, vont avoir besoin d'un étayage plus fort, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les amener Mmh. à l'écoute d'elles-mêmes. Bien sûr que l'objectif, c'est toujours pareil, Mmh. c'est d'aller les mettre au centre du soin, hein. C'est pas le psychanalyste qui est au centre, c'est le patient, et donc c'est lui qui va trouver son chemin, trouver sa voie, trouver sa réponse. Et on est un peu des accoucheurs finalement. Mais, parfois, il y a différentes manières d'aider à cet Mmh. accouchement. Pourquoi uniciste? Alors, j'ai bien aimé ce terme, il m'est arrivé un peu comme ça, par hasard de certaines lectures, parce qu'il renvoie à l'idée que, lorsque nous sommes en souffrance, c'est quand, les différentes parties, de notre personnalité ne sont pas réunifiées. Donc à la fois, il nous faut reconnaître chacune des parties, de notre histoire, hein, de ce qui a fait qui nous sommes. Mmh. Il nous faut les reconnaître, les intégrer, quelles qu'elles soient, hein, heureuses et malheureuses, hein. L'aspect émotionnel, vous en doutez, est très important, dans, la capacité à aller mieux en psychanalyse, voire à guérir. Mmh. Parce que certaines psychanalyses, heureusement, guérissent, hein, quand même. Heu, si on parle du domaine symbolique, qui est la spécialité de la psychanalyse, et bien sur ce plan-là, il y a énormément de guérisons symboliques, il faut le dire. Et on est dans le registre du symbolique en psychanalyse, et c'est vital. Mmh. Et c'est peut-être ce qui rejoint l'aspect, spirituel dont vous parliez. Mais uniciste parce que finalement, on n'est pas, des, parties, unifiées toujours, on est fait de contradictions, on est fait d'ombre et de lumière. Et l'unicité, c'est quand on arrive à accepter qui nous sommes. Oui, on ne ressemble pas au voisin, à la voisine. Chacun de nous est complètement, unique, et ces différences, on peut les relier entre elles, on peut les rassembler au sein de la personnalité
pour donner, si vous voulez, du lien entre toutes ces parties. Ce que va chercher la psychanalyse uniciste, c'est finalement remettre en dynamique et en dialogue les parties de nous qui sont enclavées, refoulées, en conflit. Il y a plein de manières d'être... C'est ce que certains appellent la défragmentation de l'âme, Exact, qu'il faut effectivement remettre dans son unicité. exactement. Alors c'est intéressant parce que, au-delà d'être validé par vos pairs en tant que psychanalyste, pourquoi avez-vous fait dans votre vie, avez-vous ressenti le besoin de faire une psychanalyse? Alors, il y a eu un événement marquant dans ma vie, au-delà du fait que ma vie démarre de manière tout à fait insolite ou atypique déjà, parce que j'ai été une très très jeune maman. Avant mes 18 ans, j'ai mis au monde mon fils aîné. Mais cet événement a été certainement fondateur de ma recherche du sens de la vie. Donner de l'énergie à un enfant, donner à quelqu'un d'autre que soi, et se construire en même temps que l'autre, en fait. Hein, tout ça m'a beaucoup, je pense, orientée, impliquée dans différentes recherches. Et à un moment donné, ma vie allait bien, je commençais à fonctionner professionnellement de manière plutôt équilibrée. J'avais trouvé un temps familial, d'équilibre et professionnel. Et puis, subitement, mon père décède. À un moment où on s'y attendait pas du tout. Et voilà, on me dit ma mère m'appelle en me disant voilà, assieds-toi. Et on pensait que mon grand-père, qui était en fin de vie, allait décéder. Et puis mon père, à l'âge de 65 ans, décède, dont on ne connaîtra pas d'ailleurs la cause finalement du décès parce que voilà, l'autopsie a été refusée, ce que je peux comprendre. Hein, les circonstances étaient très difficiles pour ma mère à l'époque. Mais voilà, on pense à une rupture d'anévrisme ou à une crise cardiaque, quelque chose comme ça. Et ça va venir chambouler les choses parce que, si vous voulez, au moment où il décède, il est 18h le soir. Moi, je ne suis pas au courant parce que je suis en consultation. Et la première fois de ma vie où justement ce phénomène va m'arriver, je commence à voir autour de la personne qui me parle et que j'écoute des petits signaux lumineux de couleur. Alors c'est plutôt argenté, c'est bleuté, c'est doré, mais c'est très bleu quand même dans l'ensemble. Et puis je me dis, ma pauvre, t'es fatiguée, hein, il va falloir que tu consultes un ophtalmo parce que là, tu as des maux de tête ou il y a quelque chose qui ne va pas. Et évidemment, quand je rentre chez moi, je reçois le coup de fil de ma mère qui m'annonce la mort de mon père. Vous faites le lien? Et tout de suite, je lui demande à quelle heure il est décédé, et elle me donne exactement l'heure du rendez-vous dans lequel j'étais et pendant lequel j'avais ces perceptions. Et le truc, c'est que ces perceptions, elles auraient pu être momentanées, parce que c'est le choc, l'annonce d'un décès d'un parent. C'est quelque chose qui remet en cause l'équilibre, voilà, un fondateur de l'image qu'on a de soi, de son identité. Et ça va me pousser vraiment à aller vraiment entrer en psychanalyse de manière plus, je dirais, formative. Et ma psychanalyste à l'époque me dit allez vous former, suivez des cours. Mais lorsque vous avez ces perceptions, ces visions de petites lucioles comme ça, qu'est-ce que vous vous dites? Quand vous faites le lien, vous vous dites quoi? Vous savez qu'il y a un rapport? Totalement. Quand je vois ces lumières, de manière extrêmement insistante, c'est-à-dire que ça vient, et puis quand j'essaye de débrouiller ma pensée, de me dire c'est moi qui extrapole, qui extrapole, ça revient. Et je fais des tests visuels en me disant tiens, si je déplace ma vue, est-ce que c'est pas mes yeux, et je déplace mon regard à droite, à gauche, et je vois que c'est pas à droite, c'est pas à gauche, et quand je me remets là, elles reviennent là. Elles ne sont pas liées à ma personne, en fait. Elles sont à l'extérieur de moi. Et puis, ça ne va plus me quitter. C'est-à-dire qu'après, moi, je vais avoir de plus en plus de consultations, je vais finir ma formation, à l'époque, je faisais du social, j'accueillais des personnes en difficulté sociale, des artistes notamment, et puis je vais aller petit à petit, au fil de ma formation, vers l'installation en tant que psychanalyste. Et
Et là, alors, les phénomènes vont, si je peux appeler ça comme ça, vont vraiment se reproduire de manière quasi systématique et jusqu'au moment où, je percevrai, quelque temps plus tard, les auras aussi. Et je me suis aperçue évidemment puisque l'inconscient émet une certaine fréquence, hein, il est sur telle ou telle fréquence en fonction de ce que nous vivons comme expérience. Mmh. Eh bien, à partir de là, je vais recevoir des personnes qui sont concernées par le deuil, évidemment. Et je m'aperçois que ces phénomènes lumineux persistent et reviennent et en fait apparaissent à des moments du travail et du dialogue et des échanges de prise de conscience, on va dire quand les inconscients se parlent, et bien comme des validations, si vous voulez, hein. On a l'impression quand on vit ça, d'être dans une guidance et ça me fait rire parce que je me souviens d'une séance où j'avais une personne qui était allongée sur le divan, qui était dans vraiment une psychanalyse, tout ce qu'il y a de plus, Classique. voilà, classique et déontologique. Mmh. Et j'étais assise derrière dans mon fauteuil et puis, elle traduit certaines choses, elle essaye de se comprendre elle-même et puis, elle cherchait ses mots et je laisse un certain silence et à un moment donné, je lui dis, voilà ce qu'il en est et je lui donne, les éléments que j'ai. Je lui dis: «Voilà, votre inconscient essaye de dire ça peut-être? Est-ce qu'on ne peut pas partager, cette information? Est-ce que vous pensez que c'est pas comme ça que vous avez envie de voir les choses ou de dire les choses?» Et elle a fait volte-face comme ça sur le divan. Elle se retourne et elle me regarde en me disant: «Mais comment le savez-vous?» Et je lui dis: «Mais je n'en sais rien en fait. Je n'en sais rien. J'écoute votre inconscient. Je traduis avec vous les perceptions que vous en avez». Et en fait, je lui donnais, tous les indicateurs, d'un souvenir qu'elle avait du mal à se remémorer, et d'événements, qui s'étaient produits et elle faisait, le lien, et elle reposait la pièce du puzzle qui lui manquait, grâce à cette qualité d'échange. Donc c'était intéressant parce que, on mesure à quel point et j'ai mesuré à quel point l'inconscient n'est pas une affaire de corporalité. Alors bien sûr, il faut le réancrer dans le corps, c'est important que, nous soyons, incarnés, dans notre conscience, que notre conscience soit incarnée. Mais, quand on travaille, sur des éléments du passé, du présent et on peut évidemment en psychanalyse, on travaille aussi sur le futur, hein. Mmh. Faut pas penser que c'est une histoire de vieillerie tout ça, hein, Mmh. parce qu'il y a pas de temporalité, hein, et l'inconscient n'est pas temporel. L'inconscient n'est pas, figé, n'est pas limité ni dans le temps ni dans l'espace et il ne connaît pas non plus la négation, hein, la vie inconsciente, la vie pulsionnelle qui nous relie à toutes les parts de notre être, est, par nature, sans limite, hein. La Mmh. conscience n'est pas limitée. Donc et même l'inconscience, c'est-à-dire cette part de la conscience auquel on n'a pas accès, à laquelle on n'a pas accès, n'est pas, limitée, Mmh. hein, et ce qui nous limite, c'est nous. C'est-à-dire, la manière dont on va fabriquer notre interface avec le monde, réel, conscient, plus exactement, parce que réel, ça ne veut pas dire grand-chose. D'ailleurs, ça renvoie au corps, hein, le réel, hein, Mmh, ça mmh mh. renvoie à l'organique, selon les travaux de Lacan ou de Freud. Mais si on parle d'interface et de contact avec la réalité, eh bien, c'est la conscience et celle-ci est bien évidemment limitée. Et donc c'est intéressant de travailler sur l'inconscient, de réunifier, la partie de l'inconscient qui ne l'est pas, pour pouvoir avoir une meilleure interaction, une meilleure interface, de rencontre avec la réalité. Sinon on la rencontre jamais. Ce qui est intéressant de savoir aussi, dans votre cas, c'est revenons sur ces perceptions que vous avez, Oui. que vous considérez comme des perceptions Oui, je crois qu'elles sont extrasensorielles. extrasensorielles. Ces perceptions-là, est-ce qu'elles ont un message? Est-ce qu'elles veulent dire quelque chose quand vous avez effectivement un patient en face de vous? Elles arrivent à un instant T. Mmh. Cet instant T, il doit être dans le process de la psychanalyse, il doit arriver à... Est-ce qu'il y a un message au travers de ces perceptions? En fait, l'idée, s'il y avait un message, ce serait, la demande de le traduire. C'est-à-dire que si nous sommes en présence l'un de l'autre, le patient et moi, c'est qu'à un moment donné, cette rencontre, doit avoir lieu pour donner, une information.
Et si on devait résumer ce que le traumatisme, n'importe lequel, nous demande hein, pour le traverser, hein, pour aller faire l'expérience de guérison, eh bien, c'est justement d'aller chercher l'information cachée derrière le traumatisme. C'est-à-dire que le trauma, c'est toujours une rupture dans la continuité de l'espace et du temps, donc dans la continuité sensorielle, parce que nous avons conscience du temps et de l'espace par l'intermédiaire de notre corps et de nos 5 sens. Et lorsqu'il y a une rupture dans cette continuité, alors nous sommes dans un temps traumatique. Et pour répondre à votre question, les personnes qui ont trouvé à guérir le trauma et qui le font naturellement, ce sont par exemple les médiums. Parce que les médiums, ils savent tout à fait utiliser leur perception sensorielle, l'odorat, l'ouïe, le toucher, l'audition, pour aller traduire des messages de la conscience hors du corps, extrasensoriels. Et ils vont pouvoir la traduire, mais que à partir du fait qu'ils vont reconnecter à leur sens. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces perceptions que vous avez ne viennent pas vous indiquer à un moment donné, genre, du genre, mettez le doigt là où ça fait mal. Là, vous êtes dans la discussion que vous avez avec votre patient. Imaginons que vous avez cette perception-là. Est-ce que ça ne vous incite pas peut-être à vous dire « Ah, c'est peut-être là qu'il faut que j'approfondisse. Ah, il y a peut-être quelque chose de spécifique à aller voir à ce moment-là. » C'est ça, hein? C'est exactement ça. En fait, là où je vais avec le patient et là où il m'indique d'aller, quand nous sommes au bon endroit, ça s'allume. Ça s'allume, waouh! Automatiquement. C'est-à-dire que, et je pense que si on poussait un peu des recherches du côté strictement hein, de la physique et du magnétisme et des ondes magnétiques, des ondes électriques que nous dégageons hein, en dehors de notre corporalité, il y a des champs, hein, évidemment, eh bien, on trouverait des réponses et on trouverait ça parfaitement rationnel finalement. Mais c'est vrai que ça peut paraître irrationnel. Vous allez donc travailler, du coup vous travaillez avec? Totalement, tout le temps. Je suis bien obligée maintenant. Bah oui, hein. bah c'est clair. Moi. Et j'ai une grande facilité d'ailleurs à travailler avec les personnes qui sont endeuillées, qui ont traversé des deuils difficiles. C'est le premier trauma que vous rencontrez? La plupart du temps. De toute façon, vous savez, quand quelqu'un vient consulter et que quelque chose n'est pas passé, quelque chose n'est pas digéré, intégré, c'est toujours que dans la lignée de l'histoire, un deuil n'est pas terminé, hein, il n'est pas clôturé. Un deuil n'a pas donné le cadeau qu'il devrait donner. On est dans du transgénérationnel. Toujours avec l'inconscient. Et votre histoire, c'est aussi du transgénérationnel. Oui. Votre prénom, c'est aussi du transgénérationnel. Exact. C'est le prénom de votre grand-mère. Ma grand-mère paternelle, Marthe, était une grand-mère corse que je n'ai pas connue puisque elle est décédée lorsque j'avais 7 mois dans le ventre de ma maman. Et pourtant, racontez. Alors, il y a une anecdote symbolique très forte pour moi et qui m'a vraiment reliée à elle. Lorsque j'écrivais mon mémoire de psychanalyse, je m'étais mise en vacances dans la petite maison de montagne que nous avons en Corse. Et tout à fait par hasard, je commence à ouvrir une vieille bibliothèque poussiéreuse dans laquelle il y avait tout un tas de bouquins qui appartenaient à mes grands-parents, décédés depuis longtemps. Et je tombe sur de beaux ouvrages reliés et l'encyclopédie parapsychologique, en plusieurs volumes. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un bouquin de sorcière, ça. C'est quoi l'histoire? Et j'ouvre le livre, qui était remarquable d'ailleurs, avec des illustrations extrêmement agréables à feuilleter. Et je tombe sur le premier chapitre, Freud et l'interprétation des rêves. Et là, je me dis, ma vieille, si tu veux pas faire de psychanalyse... C'est ça, on y est. Et je savais que ça appartenait à ma grand-mère, qui n'avait absolument pas de vie professionnelle, qui était une femme qui s'était consacrée à son fils. Elle avait eu un enfant décédé d'ailleurs à la naissance. Et en fait, elle était très, très connectée à ces choses-là. Et personne n'en parlait jamais. Alors là, c'est une révélation dans la famille parce que personne ne m'avait jamais dit que ma grand-mère s'intéressait à ces choses-là. Donc vous débarquez dans la famille avec cette histoire-là? Est-ce que vous allez relever des secrets ou est-ce qu'on en parle facilement ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez investigué? Oui, de toute façon, dans toute famille, il y a des secrets. C'est sûr.
hein. Et c'est pas parce qu'on va choisir la psychanalyse que, on est dans une famille où il y en a moins qu'ailleurs. Au contraire, souvent, il y en a toujours un qui va être vraiment, le secret de notre histoire. On porte chacun, dans nos lignées, dans notre inconscient, un imago, une image interne, qui est constituée de l'ensemble des insights, c'est-à-dire des signaux que nous ressentons, et qui forment une image interne. Et cette image interne, avec laquelle nous vivons notre vie de manière, on n'est pas conscient, hein, qu'on la porte, eh bien, elle est le reflet de notre histoire. Elle raconte, elle résume, ce qu'on appellerait le roman originel, chez Freud ou Rank, des auteurs qui se sont intéressés au roman, de nos origines et à ce qu'on porte quand nous naissons. Et cette image interne, elle est à la fois, une interface, qui nous relie à la vie organique parce qu'elle se fabrique dans le temps intra-utérin, mais elle est aussi, la face, de contact avec, la vie consciente, hein, et la vie actuelle, hein. Elle nous relie à la fois au passé, au présent et au futur. Et quand on modifie cette interface, eh bien, on modifie le futur évidemment, hein, en revisitant le passé. Et c'est toujours intéressant de remodeler cette image parce que, on va aller chercher des archétypes. Souvent, moi, je travaille en constellation, en systémie, avec certains patients qui veulent bien, travailler de manière, groupée, hein, sur des thématiques de leur histoire, sur des objectifs. Et on se rend compte qu'il nous faut aller chercher le héros ou l'héroïne, de la lignée. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans l'histoire qui n'a pas été entendu, dont on n'a pas fait le deuil ou qui n'a pas été reconnu dans sa juste place. Et souvent, on va porter ça et on va subir nous-mêmes des choses parce que un ancêtre décédé n'a pas été replacé. Et ça, c'est automatique, hein. Et vous êtes la messagère de votre grand-mère? Je le crois. Et qui n'a eu qu'un enfant? Elle a eu 2 enfants. Deux Donc enfants ce petit garçon, né avant mon père, et le deuxième, mon père, qui évidemment s'appelait René. Sinon, c'était pas du jeu, hein. C'était pas du jeu. Alors, donc, ce qui est assez... Est-ce que vous vous êtes senti comme le fait d'avoir une sorte de mission, un peu, de devoir rendre ces lettres de noblesse à votre grand-mère? Oui, je crois que c'était une femme qui était tout à fait connectée. Dans la famille, on me disait que tout le monde adorait venir chez elle. C'était quelqu'un d'accueillant, c'était quelqu'un qui, en même temps, qui avait, à mon sens, un stress chronique, hein. Elle n'avait pas pu soigner ce deuil de l'enfant perdu, et elle a certainement déplacé tous ses affects sur mon propre père, le deuxième enfant. C'est peut-être pour ça que vous avez eu aussi un enfant très jeune. Alors, c'est pour ça. Je fais un raccourci, mais alors c'est vraiment de la psychologie de bas étage, hein. Oui, mais est-ce qu'il y a un sens à ce que je vous dis là? Oui, mais de toute façon, c'est des choses que j'ai commencé et qui sont écrites, qui sortiront certainement un jour, je l'espère. Mais c'est un travail d'écriture que je fais, donc c'est un plaisir d'en parler. Et c'est vrai que, bien entendu, ça a été un marqueur de mon histoire et de l'envie de garder cet enfant très jeune et de commencer ma vie et de m'émanciper à travers le fait d'être une mère, voilà, maman. Bien sûr. En notre temps, ça n'aurait pas été du tout une émancipation, hein. Si vous dites ça à quelqu'un de féministe, il ne va pas s'y retrouver du tout là-dedans, hein. Mais voilà, il n'y a pas d'étiquette en psychanalyse, hein. Il n'y a pas de barrière. Et donc, l'idée, c'est que, évidemment, cette grand-mère a été un marqueur, mais que forcément, il fallait que j'aille voir du côté de ma mère aussi. Et ça, voilà, ça a été l'objet de toute mon histoire psychanalytique, parce que les patientes que j'ai écoutées m'ont toutes renvoyée à des situations de grossesse ou de désir d'enfant qui parlaient de grossesse impossible, ou voilà, hein, ça me renvoyait tout le temps, hein, à l'idée de garder ou non un enfant, de pouvoir avoir un enfant ou pas, etc. Et au bout d'un moment, j'ai dit, tiens, là, il y a un truc. Il n'y a pas que ma grand-mère, parce que je connaissais l'histoire de ma grand-mère, et mon père n'a jamais caché l'existence de ce petit frère qui n'est pas... et on a le sentiment parfois aussi, là aussi, c'est peut-être de l'extrapolation de ma part, mais le fait d'écrire, c'est de
comment dirais-je, de marquer dans le marbre Oui, l'histoire de votre famille et de votre histoire en même temps. oui. Donc je pense que c'est aussi important, histoire de bien boucler la boucle en disant, voilà, il y a une trace écrite, voilà, je l'ai écrit, même si j'en vends 2, c'est pas grave, c'est écrit. Non mais c'est vrai, Exactement. c'est exactement ça. Mais exactement. Mm. Parce que le travail qu'on fait en psychanalyse, c'est toujours sur soi. Mm. Mais il y a un moment donné, les autres nous nourrissent aussi et nous éclairent sur notre propre histoire. Nos patients sont vraiment des acteurs de premier ordre dans notre cheminement personnel. On ne peut pas être thérapeute sans remercier ses patients, c'est Bien pas sûr. possible. Hein. À quel moment, quand on s'engage dans une psychanalyse, on décide que c'est fini, qu'on n'en a plus besoin? C'est jamais fini. Cependant, le but dans l'existence, c'est pas de passer sa vie chez un thérapeute. Vous avez des gens qui vous disent, j'ai fait 10 ans de psychanalyse, donc ça veut donc dire qu'il a fallu s'arrêter un jour. Oui. Qui décide de s'arrêter? Je pense que c'est d'un commun accord. Ok. Je crois que la parole, là aussi, doit revenir aux patients. Mais il y a des patients qui ne peuvent pas exprimer leur désir d'aller vers la vie, vers l'extérieur, sans que le psychanalyste Valide. les invite Eh oui. à y aller. Donc, en fait, souvent, c'est une question qui arrive d'elle-même, en fait. On ne force pas les choses. Il y a un moment où on estime qu'on est au bout du travail pour lequel on est venu. La psychanalyse ne poursuivant pas d'objectifs conscients, on peut venir pour telle ou telle raison, mais en fait, on va s'apercevoir qu'on a ouvert la boîte de Pandore. Donc, quand on a travaillé un aspect, il y a un autre aspect Bien sûr. Qui revient. Donc, c'est pas tant la quantité qui compte. C'est vraiment le ressenti d'avoir clôturé un chapitre. Et puis, on peut y revenir 15 ans plus tard. C'est pas grave, ça. Pour faire 3 semaines, 3 mois, C'est peu ça, importe. Oui. On Peu peut importe. revenir sur ce qui a été dit auparavant. C'est ça la vie. C'est d'avoir un autre angle de vision Mm. à un moment différent de notre évolution. Revenons sur vos perceptions, parce que ça, c'est quand même, c'est ce qui fait aussi votre singularité, quand même. À moins que d'autres psychanalystes ressentent la même chose, perçoivent la même chose, mais il faut éviter de le dire. Possible aussi. Bon. Est-ce que vous avez essayé de travailler davantage ces perceptions-là, jusqu'à avoir, je sais pas, faire des travaux sur la médiumnité Oui. Vous avez fait ça? Alors, j'ai fait quelques recherches sur comment ça se fabrique, cette interface, comment on va aller chercher des informations. Si vous voulez, ça m'a poussée à aller du côté du traumatisme, aussi bizarre que ça paraisse. La perception médiumnique, elle m'a poussée à aller du côté du trauma parce que l'idée, c'est que le temps traumatique arrête la perception des sens sensoriels et nous convoque à une autre dimension. Le blackout du trauma ou d'un choc, il va avoir un impact dans notre existence tant qu'on ne va pas chercher à qualifier et à donner de l'information à un endroit où il ne se passait plus rien. C'est-à-dire que le trauma, c'est pas noir, en fait, c'est pas le trou noir, c'est un blanc, en fait, dans l'histoire. Et d'ailleurs, l'écriture a cette vocation, cet aspect thérapeutique, d'aller mettre du contenu dans un temps traumatique, dans une page blanche de notre histoire. Mais quand on s'intéresse à ce trauma, et qu'on sait que la conscience n'est plus dans le corps, alors on peut se demander où est-elle. Dans ce cas-là, si on n'est plus connecté à son corps, mais qu'on n'est pas mort, alors on est où? Donc c'est là qu'il va falloir aller chercher d'autres manières de penser et de percevoir la conscience et l'inconscient. Et de se dire que quand on construit sa vie psychique, sa vie neuronale, oui, on peut ramener ça à tel événement. J'ai eu un trauma, c'est à partir de là que j'ai développé mes sensations extrasensorielles. On peut remonter, mais tel que Freud l'a fait, c'est-à-dire régresser à partir d'un trauma qui fait mal, on va régresser dans un temps antérieur, là où on allait bien avant le trauma, et on se fixe à cet endroit-là. Souvent, c'est comme ça qu'on régresse et qu'on trouve un certain confort. Mais si on s'amuse à régresser du plus loin qu'on puisse, de notre incarnation organique, terrestre, eh bien, c'est le tout début de notre vie intra-utérine. Et on s'aperçoit que dans ce temps-là, aussi, on vit des traumas.
on vit des arrêts hein, de la vie sensorielle. Et le fœtus, je peux vous dire que lui, il n'a pas tous les tenants et les aboutissants hein, de la conscience telle qu'on la connaît après la naissance. L'appareil psychique, d'ailleurs, est très immature. Hein, il va mettre des années à se constituer. Et on mettra toute notre vie à constituer notre appareil psychique. Mais dans ces temps-là, il va vivre des ruptures du chaînon sensoriel, qui est vital pour lui. Et toutes les ruptures, quelles qu'elles soient, vont constituer des temps de connexion à une autre partie de la vie sensorielle, une autre partie de la vie, hein, puisqu'elle est plus sensorielle. Elle est de fait une vie que je nommerais extrasensorielle, mais plus exactement le temps de conception, hein, le temps de la conscience lorsqu'on n'est pas encore incarné hein, dans une vie organique et cellulaire. Donc, il y a une capacité en nous, il y a une mémoire en nous qui connaît ce que c'est que de ne pas être dans son corps. Le problème, et ça rejoint la première question hein, que vous m'aviez posée, c'est que ça génère des états d'angoisse qu'on appelle angoisse de mort imminente. Hein. Et pour ne plus souffrir de ces coupures avec le vivant, de ces angoisses, de mort subite, de mort imminente, eh bien, il nous faut aller chercher du côté de l'information extrasensorielle. Il faut aller récupérer. Alors, il y a plein de manières de faire ça, hein, les techniques de respiration, le fait de donner de l'information à un endroit où le patient ne peut pas y arriver tout seul, hein, conduire, aider à débloquer quelque chose qui est de l'ordre de... Parfois, c'est de l'ordre d'une psychose, parce que précisément, ce n'est pas relié au corps. Donc, on va aider le patient à revenir dans son corps, toujours. Hein, on ne le laisse pas comme ça partir... comme diraient les Québécois, en astral. Hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais la question, c'était aussi de savoir si les capacités que vous avez, vous n'aviez pas envie de les travailler davantage pour qu'elles soit s'améliorent, soit augmentent. Clairaudience, clairvoyance, des choses comme ça. Oui, effectivement, c'est une question importante parce que j'ai eu tout à fait l'envie d'aller de ce côté-là, puisque de l'autre côté, j'y étais déjà. Bah oui. Donc, j'ai été me former avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup aidée. Et je ne sais pas si vous l'avez rencontré, Monsieur Pierre Jonas, qui est quelqu'un qui a un parcours de vie complètement atypique. Oui, absolument. Qui est un enfant adopté. Voilà, et qui a vraiment eu un rôle important dans le fait de valoriser cet aspect de mon travail, hein, voilà, et de ne pas cliver les choses avec un côté, on serait du côté de l'extrasensoriel et du paranormal, et puis de l'autre, on serait dans la conscience psychanalytique. Non, la psychanalyse, c'est d'emblée quelque chose qui touche à l'impalpable, au non-organique, à ce qui n'est pas connu, à l'univers du rêve. Freud a essayé de prouver l'existence de l'inconscient par le biais du rêve. Mais ça ne me dit pas quelles sont de quelle manière vos facultés se sont décuplées. Très clairement, on pourrait dire que si je devais dire d'une manière très comment dirais-je, directe, ce que ça me permet, il m'arrive très souvent dans les séances de dialoguer avec les morts. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui n'a pas fini un deuil et que vous avez des informations, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que je reste toute seule avec ça? Ou est-ce que je me dis pas, si j'ai ces informations, c'est parce qu'il y a un partage d'inconscient à inconscient. On est en train, dans cette dimension commune dans laquelle nous sommes avec le patient, de m'indiquer le chemin de la guérison pour l'autre. Est-ce qu'on est encore dans la psychanalyse? Oui, puisque la psychanalyse, elle a pour mission d'aller transformer les fantômes de notre histoire. Un deuil, une personne défunte, ne peut pas être et rester un fantôme pour la personne qui l'a connue et qui a subi le départ de celle-ci. Un défunt, c'est toujours quelqu'un qui va devoir reprendre sa place dans la lignée, dans cette autre dimension, de sorte que la vie continue pour le patient, pour la personne qui est venue consulter. Et ces messages vous arrivent de quelle manière, en règle générale? Alors,
On met les mots dans ma bouche C'est si ça, si OK. je devais vous dire, OK. la manière dont ça se passe. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses qui viennent, qui soient, en dehors, du cadre, de guérison, Mmh. si vous voulez. Tout ce qui, va être échangé va, porter, le patient et la personne, dans le sens de Mmh. là où il doit aller, de là où il doit, pouvoir trouver plus de, Mmh. liberté et d'autonomie. Est-ce que le fait de s'installer sur ces canapés, de révéler un petit peu, cette dimension, extrasensorielle que vous avez au travers de votre expertise de la psychanalyse, ne risque pas est-ce que c'est un risque d'abord, auprès Oui, de vos pairs, mais bien sûr, que de dire ça? bien sûr. Alors pas tous, parce que, je considère qu'il y a énormément de psychanalystes, aujourd'hui, dans le monde contemporain dans lequel nous sommes, qui sont plus rattachés à, des corpus, qui Ah étaient, oui, extrêmement, rigides. Il y ouais, a effectivement cloisonné, cloisonnés, ouais. hein, mais il faut du cadre. Pour pouvoir sortir du cadre, il faut du cadre et c'est pour ça que les cadres existent. Vous savez, les fédérations et cetera. Moi, j'ai vécu, plus de 10 ans, 15 ans dans une fédération freudienne. Ça m'a énormément apporté et j'ai apporté aussi, moi, beaucoup à cette fédération. Mmh. J'ai fait partie de la commission éthique, j'ai, donné, de ma personne, j'ai donné des cours, des conférences. Mais, à un moment donné, si on veut aller plus loin et si on veut, écouter son propre chemin, il faut savoir quitter la famille, hein. On a besoin de se reconnaître au sein d'une même famille quand on se forme Mmh. et quand on est formé et qu'on a besoin d'aller expérimenter, Mmh. il faut prendre des risques, hein. Est-ce qu'il y a un conseil de l'ordre? Est-ce qu'il y a des choses comme ça, non, de la Il psychanalyse? y a, un code déontologique, mais Ouais, qui est valable aussi chez les psychologues, d'accord. hein, il y a des choses comme ça, mais qui sont, c'est l'ordre du symbolique, hein. C'est Mmh. de l'ordre du symbolique et du respect, les uns des autres voilà, Mmh. c'est, Et donc ça ne pose pas de problème pour vous aujourd'hui que moi de aujourd'hui, dire ça? je pense que je ne suis pas, comment dirais-je, rattachée à un ordre qui, me dirait, quoi dire, Mmh. hein, Mmh. et je pense que d'ailleurs, quel que soit l'ordre psychanalytique dans lequel nous sommes, la parole est libre. Ouais, C'est très c'est important. entendable, en tout cas. Voilà, Ouais, la c'est parole est entendable. libre Mmh. je crois que voilà le respect d'une pratique, le respect du patient, Mmh. la déontologie dans la séance, Mmh. reste là. Mmh. Le cadre, bouge pas lui, hein. Oui, ce qui est pas Mmh. nécessairement le cas dans d'autres corporations. Vous prenez des médecins d'une médecine dite classique, Mmh mh. un médecin qui vient s'installer là et qui vous dit: «Je perçois des auras quand, je consulte», je suis pas sûr qu'il soit très, très bien accueilli par un conseil de l'ordre, par exemple. Tout à fait, Ouais. tout à fait. C'est pour ça que je me posais la question de savoir si vous preniez un risque que de le dire. Non, Bon. aujourd'hui, j'ai une école qui, s'est regroupée autour de, psychanalystes que j'ai formés, Mmh. d'élèves et d'anciens élèves à moi, Mmh. de collègues aussi, Mmh. qui se reconnaissent, dans cette, manière, ouverte d'ouvrir la psychanalyse, hein. Donc, il y a pas de sujet, tabou Mmh. et le tabou en psychanalyse, ça pose problème justement. Mmh. Qu'est-ce que, on peut vous consulter évidemment. Mmh. Vous avez fait une école? Oui, Une école qui porte, ce nom, hein, l'école uniciste. oui. Vous avez d'autres programmes aussi? Parce que je vois que vous faites des guidances aux aidants, vous faites des workshops également, vous faites, Mmh mh. des cursus effectivement pour être, validé? Oui, alors, je me consacre un peu moins, à la certification, en psychanalyse uniciste. Il y a des petits groupes où je travaille avec des gens, sur des profils, un petit peu en sur-mesure, Mmh. si j'ose dire, qui ont déjà un parcours, psychanalytique ou qui ont déjà un parcours, de manière, je dirais, spirituelle ou psychologique, ou médicale parfois aussi, Mmh. philosophique. Mais les workshops, c'est vraiment les ateliers dans lesquels, à la fois, les psys peuvent se retrouver, discuter de cas pratiques Mmh. et on revient à la clinique et à la psychopathologie. Ça, on peut pas enlever, Mmh, mmh, mmh. les bases, Mais c'est les fondamentaux. fondamentales. Ah oui, C'est les ça fondamentaux. c'est, Heu, J'avais envie évidemment de vous poser cette question parce que quand vous avez ces capacités qui se décuplent au fur et à mesure, qui s'ouvrent, comme vous l'avez évoqué pendant cette émission, est-ce que vous ressentez votre papa? mmh Oui, effectivement, là, au moment où je vous parle, et quand vous avez évoqué ma grand-mère, je me sens tout à fait, accompagnée, hein, on voit, effectivement
je dirais pas que j'ai des perceptions là aujourd'hui où je vous parle, parce que j'étais concentrée sur un mode sur l'échange. voilà, sur l'échange et sur un mode hyper conscient. Mais dès l'instant qu'on va aller dans un champ plus thérapeutique, plus et on est quand même dans le champ de l'intime, hein. Bien sûr, bien donc sûr. voilà, je crois que évidemment, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est aussi porté par tout ce qui a fait ma vie, Votre histoire. mon histoire. Et donc ils sont là les ancêtres, hein. Mon père particulièrement, ma mère aussi, parce que c'est quelqu'un que j'ai accompagné jusqu'à son dernier souffle, qui a vécu un grave accident, et j'ai accompagné dans le coma. Je me suis positionnée à côté d'elle pendant longtemps, et pendant plus d'1 mois, et je l'ai vue se réveiller petit à petit, là où justement le corps médical nous prévenait, nous disait: «Attention, on ne vous garantit pas le réveil, et puis même si elle se réveille, ça ne va pas le faire, elle va être dans un état posi-relationnel, vous n'aurez pas vraiment d'échange et de communication». Et puis, elle s'est réveillée, puis elle a recouvré le langage, elle a recouvré la mémoire, et elle a vécu 5 ans avec nous dans des échanges extraordinaires, où elle a pu dire un certain nombre de choses, exprimer les affects, les émotions qu'elle ne disait super, pas avant. Super. C'est passionnant de vous entendre. Je trouve que vous avez une approche, c'est courageux aussi également, que de dire les choses, parce qu'on reste parfois, quand on parle de psychanalyse, cloisonné, comme vous le disiez, dans des schémas qui sont parfois, pour le grand public, et pour moi en l'occurrence, assez incompréhensibles parfois. On se demande, on se dit: oulala, ça va être compliqué, c'est fastidieux, c'est voilà. Je trouve que vous avez une approche qui est très pédagogue, et qui permet de bien comprendre la manière dont vous travaillez, ce courage d'exprimer ce que vous ressentez, les perceptions que vous avez aujourd'hui, et à quel point elles vous aident. Oui. C'est une chance. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment une chance. Tout à fait. Et c'est un plus. On ne peut pas extraire la dimension de l'inconscient. Dans la dimension de l'inconscient, on ne peut pas extraire la dimension vibratoire. Freud était un scientifique, il a essayé de mesurer les choses, de représenter les choses. Et évidemment que la libido, chez Freud, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie qui peut être pulsionnelle, mais ce n'est pas parce que c'est pulsionnel et que ça vient du corps et de l'organique à la base, dans un sens d'autoconservation, que pour autant, c'est pas quelque chose d'impalpable et qui va se déplacer à des endroits de notre vie. Ok. C'est magnifique. Je vous remercie infiniment, Marthe. C'est moi. C'était passionnant. On va mettre évidemment autour de la vidéo l'intégralité des liens pour rentrer en contact avec Marc Erail, et puis Marthe Erail. Et on va faire en sorte qu'on puisse commenter et lire tout ce que vous avez, parce que ça va l'être, commenté. Ça, c'est sûr. J'imagine. Ah bah oui, ça, c'est sûr. Il y a des tas de gens qui vont d'abord être, je pense, assez séduits par votre approche et la manière. Mais vous savez, d'une manière générale, la psychanalyse est beaucoup moins cloisonnée que ce qu'on veut bien nous en dire. Non, mais il y a une connotation très... Ça fait peur. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on se dit, dès l'instant, vous savez, les 3 premières lettres, le psy, il y a tout de suite une connotation, soit on freine, soit voilà, c'est parfois même désobligeant, c'est parfois même très péjoratif. Il y a tout de suite la connotation du type qui est pas bien dans ses baskets, ou qui a besoin d'être accompagné par un psy. Voilà. Alors que aujourd'hui, et puis il y a aussi à l'inverse presque un phénomène de mode. Ça fait bien d'avoir sa psy. Oui. C'est vrai, ça aussi. C'est vrai, ça se démocratise un peu dans ce sens-là. Oui, c'est très, d'ailleurs, bon, c'est très citadin, ça. Ouais. Mais ma psy m'a dit que... Tu vois une psy? Ah oui, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça m'évoque cette très bonne série en thérapie sur une chaîne concurrente, mais pour laquelle j'avais donné justement un petit documentaire. Il y avait eu un documentaire là-dessus, sur la démocratisation de la psychanalyse en France. Suite à la période qu'on a connue de confinement, suite à la période d'attentats, chacun a eu besoin à un moment donné. Bien sûr. Et si ça peut aider, évidemment. Bon courage, merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci à vous d'être venus de la French Riviera, comme on dit, du côté d'Antibes. Et si on veut vous consulter, on peut en Toujours visio. à Antibes et en visio. En visio aussi, parce exactement. Merci infiniment, prenez soin de vous. Merci Marc. Passez-leur le bonjour. Ce sera fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.